La parole est à Monsieur Hoth du groupe démocrate. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. En préambule, je rappelle que cette proposition de loi, née au Sénat sous l'impulsion de Jean-Noël Cardoux, a été amenée à l'Assemblée nationale, d'abord pour les discussions préalables en commission, pour être présentée ensuite lors de la niche du MoDem le 6 octobre dernier à l'initiative de Richard Ramos. Aujourd'hui, nous en sommes, après retour de la navette parlementaire du Sénat, à sa deuxième lecture. Mis à part une modification dans l'article 5, le Sénat a confirmé la teneur de notre travail. Ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Il découle naturellement de l'esprit qui a prévalu lors des différentes étapes de nos discussions, à savoir la volonté largement partagée, transpartisane, de produire une synthèse consensuelle mais néanmoins déterminée pour qu'au final le texte et l'esprit du texte soient bel et bien réunis. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'en matière de protection de la nature, la garantie d'une préservation, dans un esprit de concorde, ici celle de la biodiversité comme celle du patrimoine forestier, n'est jamais acquise d'avance. Aussi pour ce sujet, que ce soit en commission ou en assemblée plénière, je constate que la grande pluralité politique de notre législature non seulement n'a pas été un obstacle, mais s'est révélée être un atout. Elle a permis un aboutissement enrichi, équilibré, qui atteint l'objectif initial. Je réitère ainsi mes remerciements à l'ensemble des groupes parlementaires pour la volonté partagée de faire aboutir ce texte de loi, car personne n'a perdu de vue que tous ensemble, nous servions mieux l'intérêt général. Le désengrillagement que nous allons élargir à l'ensemble du territoire va indiscutablement contribuer à améliorer la fonctionnalité des écosystèmes, notamment forestiers. La liberté retrouvée pour de nombreux animaux de pouvoir circuler sans obstacle répond évidemment à une aspiration sociétale pour une liberté légitime accordée aux animaux sauvages. Mais surtout, cette liberté permet à ces mêmes animaux d'occuper pleinement la niche écologique qui est la leur, dans un espace dans lequel les activités humaines ne doivent plus introduire de contraintes. En effet, tout ce qui empêche la libre circulation d'une espèce animale entrave la subtile imbrication des relations entre espèces vivantes sur un même territoire. De fait, l'équilibre naturel est fragilisé, ce qui menace la pérennité de l'écosystème tout entier. N'oublions pas par ailleurs que la cohabitation des gibiers avec les strates arbustives et arborescentes dans un milieu forestier, où se pratique de plus en plus une sylviculture fondée sur la régénération naturelle, spontanée, de peuplement fait d'essences mêlées, nécessite impérativement une liberté de circulation des animaux herbivores à grande échelle. La limitation de leurs déplacements conduit inexorablement à une pression trop forte sur les jeunes pousses d'arbres, ce qui peut compromettre la régénération d'un massif boisé. Cette réalité est d'autant plus vraie aujourd'hui que nous connaissons depuis quelques années des périodes de grande sécheresse, facteurs aggravants affectant inévitablement la santé des arbres et donc leur aptitude à réagir, à se reproduire et en fin de compte à survivre. Il est donc pleinement de notre responsabilité d'avoir conscientisé par le désengrillagement la nécessité de donner une nouvelle chance à nos forêts. Cet effort contribuera à éviter le dangereux affaissement de notre patrimoine vivant. Permettez-moi enfin de mettre l'accent sur une autre dimension que porte de façon sous-jacente ce projet de désengrillagement, celle de la durée de vie d'un arbre, ce qui nous impose en matière de gestion forestière d'intégrer le temps long. L'arbre et son bois que nous finissons par utiliser sont l'œuvre de la nature qui, pour ce faire, a mis des décennies à piéger du carbone. Ainsi, nos forêts recouvrent des vertus multiples, celle de contribuer fortement à la décarbonation de l'atmosphère, tout en l'enrichissant en oxygène, celle d'entraîner une pondération significative des excès climatiques grâce à son grand potentiel d'évapotranspiration, celle ensuite de nous fournir une matière noble et renouvelable, le bois, celle enfin d'incarner de grands espaces d'expression de la biodiversité qui complètent tous les autres milieux que comporte notre environnement naturel ou cultivé. Mais tout cela, ne l'oublions jamais, ne peut exister, ne peut s'accomplir, ne peut durer qu'à la faveur du temps. Il a toujours fallu et il faudra toujours des décennies, voire des siècles, pour constituer des environnements forestiers dignes de ce nom. Alors rappelons-nous simplement que nous avons le devoir d'intégrer ce temps long
dans notre manière d'aborder toute richesse naturelle. La vraie valeur découle avant tout du temps. Avec ce texte qui porte le désengagement de nos forêts, nous faisons collectivement et fièrement, tous ensemble, un vrai pas dans la direction du respect de la nature. Puisse cette étape nous inspirer pour tous les autres défis que nous aurons à relever ensemble. Je dis bien ensemble, car l'avenir de notre beau pays et de son exceptionnel patrimoine naturel l'exige de nous, surtout si nous voulons inscrire la transition écologique au premier rang de nos priorités, par respect pour nos concitoyens et les générations futures. Je veux rajouter que Je vous remercie de à mon conclure. collègue Cormier-Bouligeon, entièrement à sa disposition pour tout témoignage utile dans sa remise en cause personnelle. Je vous remercie.